Chapitre 18. L'ascension était éprouvante. Un sentier mal entretenu longeait le lit du torrent que Sélène et ses compagnons devaient remonter. Stena tenait Gunshi et Pierre et ouvrait la marche. Le corps annelé de la gorgone lui permettait de garder une stabilité sans faille. Sélène, elle, fatiguait vite avec ses petites jambes. Le prof aussi était à la peine. Sa corpulence massive le conduisait souvent à déraper sur la terre parfois mouillée, le forçant à se mettre dans sa position naturelle de quadrupède, position qui ne lui plaisait guère, tant elle le renvoyait à son animalité originelle. L'ours Nandi portait qui plus est la statue d'Atkoum, ne disposant dès lors plus que de 3 pattes au lieu de 4 pour se stabiliser. Son épaisse fourrure lui tenait chaud dans l'atmosphère d'humidité étouffante qui régnait. Il haletait. Toutefois, à mesure qu'il gagnait en altitude, la température baissait, sa situation s'améliorait alors. Quant à Anorine, Sélène le transportait dans un chaudron. Lors de sa dernière revenance, le pauvre avait troqué sa robe éclatante d'anticorne contre une forme spongieuse et malodorante de la famille des blobs, mais en pire. Il était revenu en une anomalie culinaire. Ces blobs qui prenaient parfois vie dans les casseroles des mirlitons amateurs qui, pour épater leurs amis, osaient des mélanges de saveurs incongrues contre lesquelles la réalité faisait naître ces surnaturelles rébellions spontanées. À part dégouliner et sentir, le malheureux ne servait plus à rien pour l'heure et nul ne pouvait le toucher, au risque de se retrouver gravement empoisonné et la peau rongée par l'acidité. D'après Pierre, le chemin qu'ils empruntaient était le moins périlleux vis-à-vis du danger que représentait la faction du peuple des pierres qui souhaitait la mort de Sélène. Ils marquèrent une pause en approche d'une chute d'eau. La fraîcheur que leur procuraient les micro-gouttelettes vint se mêler à leurs sueurs respectives. Sélène frissonna. Le bruit de la cascade les obligea à hausser la voix. « Es-tu certain que nous ne courons aucun risque, Pierre ?» s'enquit le prof. « Non, on est parmi les miens ici. Ce chaos de roches qui jouxte ce puissant torrent n'est constitué que d'alliés prêts à nous protéger en cas d'attaque de la faction belliciste. Le gros bloc sur lequel tu viens de poser ta main s'appelle Roc, d'ailleurs. Salut, Roc. »« Salut, Pierre !» lui répondit une voix sortie de nulle part. « Ça roule ?»« Ouais, j'ai juste un peu le moral en berne avec la guerre civile, tout ça. » »« Pareil, mec. On n'aurait jamais pensé qu'elle jetterait la première pierre. » Pierre resta silencieux. « Ça va s'arranger. Nous, on croit en toi, Pierre. Tu as fait le bon choix. » »« J'espère. Merci, Roc. Allez, à plus. » »« À la revoyure, Pierre. Et souviens-toi de ne pas amasser Mousse. » Ils se quittèrent en souriant. Ils continuèrent leur chemin. Pierre paraissait plus joyeux que d'ordinaire, ce qui sécurisa la petite troupe. « Et concernant les pierres qui sont dans le torrent ?» demanda Sélène. « Elles sont aussi de notre côté ?» Pierre éclata d'un rire franc. Enfin, Sélène, on peut pas vivre dans un tel courant. L'érosion y est trop forte. De nombreux ricanements s'échappèrent de partout, en provenance de différents cailloux et rochers. Sélène rougit. Elle comprit qu'elle avait dû dire une bêtise. « Alors c'est une bonne nouvelle si nous ne courons aucun danger, » dit Stena sans la moindre note rassurée dans la voix. « Je ne peux rien contre des pierres avec mes pouvoirs. » Un peu plus haut, en amont du chemin, un reflet de soleil fit briller un éclat de micachiste mal intentionné. Quelques instants plus tard, alors que le petit groupe poursuivait son ascension, Stena en tête, un gros bloc de roche se détacha. « Je tombe ! Attention ! Ah !» Les cheveux serpents de Stena furent les premiers à réagir. Ils tirèrent violemment Stena de côté qui en cria de douleur et se débattit, lâchant la face résiduelle de son ami Gunshi au sol. Ses cheveux insistèrent tellement que Stena en bascula à la renverse et dégringola quelques pas plus bas sur le sentier. Le vacarme se conclut par la chute du gros bloc de roche qui, du fait de son poids, s'enfonça dans l'humus et ne roula pas. Ouch ! La vache ! Cette chute ! Le petit groupe se précipita au secours de Stena. « Tout va bien, on n'a rien. » cria Pierre. Le prof héla la gorgone à l'aide d'un long bambou ramassé par Sélène. Sûrement un des derniers, car la végétation était en train de changer avec l'altitude, laissant place à des variétés de pins métallifères aux branches quasiment incassables et aux épines acérées. Une fois Stena et Pierre remontés sur le chemin, la gorgone s'évertua à calmer ses cheveux qui sifflaient en tous sens en direction du rocher. « Oh, zut, je me suis bien ramassé. J'ai eu une de ces frousses. » Sa voix ne trahissait ni peur ni colère. Pierre sauta alors de la main de la gorgone et roula jusqu'au rocher,
devant lequel il se planta. « Vous êtes dingue ou quoi? Vous voulez tuer l'élu » s'exclama Pierre, foudrage. Quelqu'un m'a poussé. Un raffut de bruit de pierre entrechoqué plus haut les alerta. Le petit groupe se recula. Pierre disparut instantanément et se matérialisa plus haut d'où venait le vacarme. Plusieurs pierres en entouraient une autre. « Que se passe-t-il par ici ?» C'est lui qui l'a poussé. On l'a vu. C'est le Mikachiste. C'est un espion. Un rayon du soleil se refléta avec méchanceté sur le Mikachiste encerclé. « Arrêtez-le sur le champ. Il n'est pas doté de capacités téléportatives. » Je ne vais pas m'enfuir. L'annihilatrice doit mourir. Le Mikachiste s'éleva du sol, entraînant à sa suite une quantité de boue prodigieuse. Lorsqu'il eut terminé de se dresser, un corps difforme d'une 20aine de coudées de haut, tout anglaise et en pierre, faisait face à Pierre. Les pierres s'agitèrent. « Un golem de rivière !» Le golem de boue et de limon était déjà en train de déraciner un arbre qui, malgré sa dureté, se soulevait peu à peu. Pierre comprit immédiatement le danger. Dès qu'il aurait fini sa besogne, il jetterait son projectile sur le groupe de créatures en contrebas. Et il y avait peu de chances qu'ils y survivent. « Ne paniquez pas !» cria Pierre à ses partisans. « Il faut protéger l'élu. Nous sommes sur notre territoire entouré d'alliés. Rassemblons-nous, vite !» Un grand nombre de pierres et de roches s'élevèrent dans les airs. En contrebas, Sélène et ses compagnons ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Il y avait des bruits de heurts en provenance du sommet de la cascade, dont l'eau passa de transparente à marron. De leur point de vue, ils virent s'élever un colosse de boue qui se dirigea vers un des arbres et commença à le déraciner. Dans le même temps, un serpent géant de pierre se forma et en serra le tronc. Mais le golem avait déjà achevé son travail. Il propulsa sur eux l'arbre métallifère, à la ramure coupante comme des milliers de rasoirs, avant d'imploser sous la pression du serpent. Ils virent le projectile arriver sur eux, à grande vitesse, sans possibilité de réagir. Tout allait trop vite. La force gigantesque et le cuir épais de l'ours Nandi ne parviendraient pas à résister à une telle arme. Ils se crurent victimes d'un éboulement lorsqu'un nombre incalculable de pierres et de roches de toute taille et forme constituèrent un dôme autour d'eux pour les protéger. Il y eut un bruit sourd, et quelques cris et gémissements s'échappèrent de la paroi qui avait reçu l'impact de l'arbre. Ils restèrent ainsi à l'abri de leurs boucliers. Le prof tentait de rassurer une Sélène paniquée par la tournure des événements. L'adolescente, malgré le dégoût que lui suscitait le poil poisseux de transpiration de l'ours Nandi, se blottit contre lui. Le temps se figea, durant de longues minutes, pendant lesquelles des conversations se firent audibles. Il n'y avait plus aucun tumulte. Au bout d'un moment, une voix se fit entendre près d'eux. « C'est bon! Le périmètre est sécurisé! On va vous extraire !» Plusieurs pierres du dôme planèrent afin d'aménager une porte. L'igloo minéral, pourtant constitué dans l'urgence dans ce qu'ils avaient cru être un éboulement, mesurait 4 coudées d'épaisseur. En sortant, ils virent l'arbre enchâssé dans une partie de l'épaisse paroi qui les avait protégés. À l'emplacement de l'impact, certaines pierres gémissaient, d'autres, fracturées, étaient inertes. Le gigantesque serpent s'approcha d'eux, leur provoquant un mouvement de recul. À son extrémité, Pierre apparut. « C'est moi, ne vous inquiétez pas, dit-il avec une voix tendue. J'ai péché par excès de confiance. Vous avez été victime d'une embuscade par un mikachiste de la faction belliciste. Nous l'avons arrêté et soignons les blessés. Il n'y a plus de danger. J'ai exigé une inspection de tout le reste du chaos. Un tel incident ne se reproduira pas, vous pouvez me croire. » « Quelqu'un a vu Gunshi ?» demanda Stena, sans curiosité. « Il m'a échappé des mains lorsque je suis tombé dans le fossé. » Tous se mirent alors à chercher en l'appelant. Une voix étouffée leur répondait, mais ils peinèrent à le localiser. Au bout d'un certain temps, c'est le prof qui le découvrit avec son ouïe fine. Il souleva la première grosse pierre à avoir été jetée sur Stena et trouva en dessous un bien triste spectacle. Le morceau de visage n'était plus. L'os du faciès qui constituait tout ce qui restait de leur ami était réduit en poudre ou microfragments. « Mon ami !»« Je suis là, dit Gunshi. Le prof remua le broyat d'ossement du bout d'un doigt. par ici, sensei. Le prof pinça une dent entre 2 de ses griffes. « Gunshi, c'est toi? Bah oui. Et ça va? J'ai une légère migraine, mais ça passe. Je suis même plutôt content. Je me rapproche inexorablement de mon but. Je pense que la prochaine fois, ce sera la bonne. Il y a des limites à la taille nécessaire pour contenir mon esprit. » Sa voix était enjouée. Le prof brandit la dent bien haut. J'ai retrouvé Gunshi!
Les autres compagnons s'avancèrent près de la dent, ne sachant trop quoi dire. Ne vous inquiétez pas pour moi, les amis. Tout va bien. J'ai juste une drôle d'impression. C'est comme s'il y avait un courant d'air. J'ai froid à l'intérieur. Le prof approcha Gunshi de son nez. Ah oui, tu as une carie qui traverse toute ta dent. Il y a un trou. Ah, c'est pour ça. Dit-il d'une voix enjouée. C'est donc un véritable miracle que j'ai survécu. Ah, dommage. Les compagnons de Gunshi s'entre-regardèrent. C'est le prof qui parla le premier. Et si on mettait ce qu'il reste de toi dans un nouveau corps? À ce que j'en sais, ton esprit n'aurait alors qu'à en prendre le contrôle. Ah non, Sensei, ça suffit. N'essayez même pas de commencer à émettre le moindre soupçon de plan pour me sauver. Je ne veux pas. Je désire mourir. Je vous interdis ne serait-ce que de penser à me rendre un corps. Depuis le temps que j'attends cet instant, je suis si près du but. Les compagnons de Gunshi n'osèrent répondre. La dent semblait faire la tête, ce qui ne peut se concevoir que lorsqu'on en voit une bouder. Pierre les interrompit. « Venez avec moi. Nous allons vous montrer la justice des pierres. Le coupable va être puni, et comme vous êtes ses victimes, il est juste que vous assistiez à son châtiment. Nous allons le châtier d'une des pires manières qui soit, et nous sommes à l'endroit idéal pour ça. » Si je puis me permettre, je ne suis pas certaine que ce spectacle soit bon pour une enfant. Intervint Stena. Mais c'est bon, je suis plus une gamine. Dit Sélène, bravache. Le groupe de créatures se trouvait au pied de la cascade. La dent qu'était Gunshi observait depuis un collier, serré autour du cou de la statue d'Atkoum. Ça fait pas vraiment peur. Chuchota Sélène. Qu'est-ce qu'ils font au juste? J'avoue que je ne sais pas trop. Concéda le prof. On lui a bloqué sa faculté de bouger. La pierre traîtresse se mit à crier. Non! Pitié! Je ne vais qu'obéir aux ordres! Mais très vite, ces hurlements furent noyés par le rugissement de la cascade. Lorsqu'il fut installé précisément à l'endroit où perlait par intermittence une simple petite goutte, toutes les pierres spectatrices tournèrent le dos dégoûtées, laissant seul le traître endurer l'indicible supplice de la lente érosion. Il a bien cherché. D'ici quelques centaines de milliers d'années, son châtiment prendra fin. Expliqua Pierre. La marche de Sélène et de ses compagnons en direction de la caverne du vénérable monolithe pouvait reprendre. Les sentiers, de plus en plus raides, accroissaient les risques que la statue d'Atkoum chute et se brise. Ils décidèrent de lui rendre son apparence normale, tout en disant au revoir à la quiétude de leur voyage. Chapitre 18, première. Je t'ai déjà raconté. Et action. En fait, il faudrait qu'on ait à chaque fois la pression comme on l'avait hier, parce que du coup, on avait filé d'une fois. Donc, toujours la même chose. En fait, il me reste 5 minutes d'enregistrement. Voilà. Bien ouais. On veut entendre ces phrases-là. Chapitre 18.